Donnez votre point de vue est très important. Donner un point de vue, c'est ce qui compte. Mesdames, Messieurs, bienvenue encore une fois à votre émission Point de vue. Cette émission qui se passe pendant que le monde entier est confiné pour éviter la propagation à grande échelle de la pandémie du coronavirus, justement. Et nous avons reçu pour vous aujourd'hui quelqu'un qui n'est plus à présenter au grand public. Mais pour ceux qui viennent de nous suivre, ou bien pour ceux qui vont nous suivre pour la première fois, il s'agit de l'économiste et analyste économique, Monsieur Al Kitenge, à qui nous allons dire bonjour, monsieur. Bonjour. Bienvenue. Merci beaucoup, content d'être là. Merci. Avec lui, nous allons parler de l'impact du coronavirus sur l'économie de la RDC, mais aussi en ce qui concerne les provinces de notre pays. Monsieur Al Kitenge, quand vous voyez la pandémie en Chine, la grande Chine fermer ses frontières, perdre son économie, quel pressentiment avez-vous? D'abord, lorsque vous parlez de la Chine, il faut savoir que la Chine est un continent. La Chine a été touchée, quelques villes de la Chine ont été touchées, mais il y a beaucoup de villes et beaucoup de provinces de la Chine qui n'ont même pas du tout été touchées par le coronavirus. Bien entendu, la mobilité des citoyens du monde a fait que l'Europe soit touchée, et l'Europe montre ses spécificités au niveau des faiblesses des systèmes de santé, au niveau des faiblesses au niveau de l'âge des personnes. L'Amérique est en train de pleurer, et comme par enchantement, l'Afrique est la dernière partie du monde qui est touchée, mais en tout cas pas très sévèrement, et dont on ignore tout sur comment cela pourra évoluer. C'est vrai que cette incidence de la peur a des impacts majeurs, et les précautions sont prises par-dessus les différents pays, le Congo-Brazzaville, la Côte d'Ivoire, le Togo, et notre pays, l'Afrique du Sud. Et bien entendu, on se rend compte que cette panique n'a pas permis aux gens de pouvoir s'organiser de manière simple, et on s'aperçoit justement que la manière d'agir en Europe est très différente de la manière d'agir en Asie, c'est très différent de la manière d'agir en Afrique. Et notre pays, malheureusement, connaît une difficulté majeure. Nous avons 5 ou 6 provinces qui sont touchées sur les 26. On panique sur le reste des provinces. Heureusement que la province la plus touchée, et je dis heureusement, c'est la ville de Kinshasa, parce que toutes les infrastructures sont ici, et donc on peut éventuellement répondre. Je me pose simplement la question de savoir si ce qui est en train d'arriver ici, arriver dans les provinces les plus démunies, qu'est-ce qui serait arrivé comme résultat. Donc je suis très inquiet, comme tout citoyen du monde, et j'espère en passant que cette pandémie nous donnera des leçons, aussi bien sur le plan sociétal que sur le plan économique. Alors, le 10 mars 2020, l'épidémie arrive en RDC et le chef de l'État prend des mesures pour éviter la propagation justement de cette maladie, notamment la fermeture des frontières et aussi la mise en quarantaine de Kinshasa. Et à son tour, les gouverneurs demandent le confinement de tout Kinshasa. Après quelques heures, on annule cela. Vous, en tant qu'économiste, qu'est-ce que cela représentait pour vous? Moi, j'ai eu le privilège de réagir à cette décision aussi vite qu'on l'a annoncée. Je disais de manière assez claire que l'économie congolaise est caractérisée par deux choses. La première, c'est qu'elle est extravertie. Ça veut dire qu'en fait, la grande partie des marchandises que nous consommons ici, à tout point de vue, est importée. Et donc, nous dépendons très malheureusement du travail à l'extérieur. Même si cela veut dire que nous faisons une bêtise sociétale énorme, parce que dépendre essentiellement de l'extérieur, ça veut dire le peu d'argent que vous avez, vous le dépensez pour payer des salaires à l'extérieur, mais également pour assurer le développement des pays qui vous exportent des biens. La deuxième des choses, c'est que nous avons une économie urbaine qui est essentiellement dans l'informel, ce qui voudrait dire qu'en fait, l'État, au niveau central et au niveau local, n'avait pas les moyens de donner une contrepartie aux citoyens pour qu'ils soient en mesure de vivre en dehors de leurs activités quotidiennes qui malheureusement ne sont pas des activités qui leur permettent non seulement d'économiser, d'épargner et éventuellement de parer à toute urgence. Et j'avais dit que le risque le plus grand était une possible révolte de la population, et je disais que le risque de pillage était très élevé, et les premiers qui risquaient de payer, ça risquait d'être les hommes en armes, parce que malheureusement leur situation sociale est très précaire. Heureusement d'ailleurs que cette situation a été arrêtée de manière tout à fait dernière minute, parce qu'on s'est rendu compte que la veille du jour où on devait entrer en confinement total,
Il y a eu des bousculades énormes au niveau des points d'approvisionnement, dans tous les sens, créant même des conditions les plus propices pour être en mesure de propager le virus. Et heureusement que les conséquences ne sont pas là, et c'est une très bonne chose. Par contre, lorsque vous reculez un petit peu, vous regardez en face de nous, le Congo-Brazzaville, vous vous rendez bien compte qu'en ayant pris la décision de faire un cantonnement général des personnes, ça n'a tout simplement pas marché. Lorsque vous écoutez l'Afrique du Sud, lorsque vous écoutez le Togo, lorsque vous écoutez la Côte d'Ivoire, vous vous rendez bien compte qu'avec la structure économique que nous avons, ce n'est techniquement pas possible. Mais il y a une leçon à tirer là-dedans, c'est que l'économie informelle ne peut pas être une réponse pour un développement d'un pays. L'économie informelle consacre le fait qu'on a un État qui cohabite avec des citoyens sans avoir un seul contrat. Parce que l'État est le rempart de tout le monde lorsque les choses deviennent graves. L'État est censé avoir les moyens de tout le monde pour être en mesure de répondre de manière viable. Comme vous vous rendez bien compte, dans tous les pays du monde, l'État met la main à la poche pour être en mesure de donner des réponses aux citoyens. Et on s'aperçoit malheureusement que chez nous, l'État n'a pas prélevé auprès des citoyens parce qu'il n'y a pas de contrat fiscal. 95% des gens ne contribuant pas du tout à la caisse de l'État. Nous vivons en nous tournant le dos et c'est quelque chose qu'il faudra corriger le plus vite possible. Et l'État n'a simplement pas les moyens pour être en mesure d'agir. Et du coup, les citoyens, quand ils se retournent encore vers l'État, oubliant que eux et l'État, c'est une juxtaposition d'entités sans aucune relation, sans aucun contrat réel. La bonne manière de le démontrer, c'est que dans la plupart des pays, y compris en Afrique du Sud, l'État a difficile à organiser le degré de discipline nécessaire pour que les gens soient en mesure de respecter les mesures de confinement que l'État propose. Donc, la plus grande leçon qu'il faudra tirer de cette crise, c'est qu'il faudra finalement bâtir une vraie nation. Une vraie nation, c'est des citoyens, un territoire, mais également un contrat social. Comment nous vivons ensemble, qu'est-ce que nous mettons ensemble en commun pour que la vie de tout le monde soit correcte. Et en cas de catastrophe, un pays comme celui-ci, une ville comme celle-ci, doit avoir ce qu'on appelle un plan de gestion de catastrophe. On s'aperçoit malheureusement que nous n'en avons pas. Parlons justement de cette révolte que vous venez d'évoquer, qui devait y avoir lieu à Kinshasa. Malheureusement, ou bien heureusement, on a échappé à cela. Allons maintenant en province. Ne craignez-vous pas cette révolte au niveau provincial du fait que les marchandises qui fournissent Kinshasa viennent des provinces, et ce dernier temps, il y a même des véhicules militaires qui sont mis en jeu pour prendre des marchandises au niveau des zones de production pour amener à Kinshasa, pour nourrir la population de Kinshasa. Et la population de l'intérieur, sa marchandise, où elle a plus confiance aux produits qui viennent de Kinshasa. Mais là, ne pensez-vous pas qu'on est en train de piller l'intérieur pour Kinshasa? En fait, ça met à nu ce qui est vrai. L'Europe nous pille, parce que quand quelqu'un gagne de l'argent à Kinshasa, la première des choses, le premier réflexe, c'est qu'il va le dépenser à l'extérieur. De la même manière, quand quelqu'un gagne de l'argent dans les milieux ruraux chez nous, comme il n'y a pas d'activité économique, il n'y a pas de raison de consommer de l'argent en milieu ruraux, ils viennent à Kinshasa. Regardez très bien qu'est-ce que nous achetons des provinces. Nous achetons en province rurale, en milieu ruraux plutôt, nous achetons les biens de première nécessité non transformés à faible valeur. Et qu'est-ce que les gens de milieux ruraux achètent ici? Ils achètent du sucre, du savon, du lait. Ils achètent des produits manufacturés qui ont une valeur un peu plus élevée. Lorsque vous regardez ces deux échanges, ça ressemble étrangement aux échanges entre les pays africains et l'Europe. L'Europe nous vole et nous volons nos propres milieux ruraux. Je pense qu'il est important qu'on s'aperçoive que si on a 80% de notre population qui vit en milieux ruraux, si nous désirons effectivement créer une économie nationale structurée, volumétrique et intensive, il va falloir que nous changions ces rapports de force. Que nous soyons en mesure d'amener la modernité dans les milieux ruraux pour qu'ils soient en mesure de faire partie de l'économie nationale intégrée et que nous ayons la capacité là-bas de créer de la valeur pour que quand elle arrive ici, nous ayons une deuxième couche de valeur ajoutée. C'est simplement comme ça que l'on peut avoir des échanges organisés. Vous vous rendez bien compte que nous avons été totalement impréparés à cette situation. Aujourd'hui, on s'aperçoit que nous n'avions pas une logistique suffisante pour être en mesure d'acheminer les biens qui sont produits dans les milieux ruraux vers la ville. Ce qu'on considère ville ici, c'est Kinshasa. Même les autres provinces, nous les considérons comme l'intérieur. Ce qui est, à mon avis, très similaire à ce que les Européens utilisent quand ils parlent de nous. Ils parlent du tiers-monde. Je crois simplement que nous devrons rétablir une équité importante entre les populations de la République démocratique du Congo, que celles-ci soient dans les provinces autres que Kinshasa, et dans ces provinces, qu'ils soient en milieu ruraux ou qu'ils soient en milieu urbain. Il est important d'avoir une économie qui marche pour tout le monde.
Et j'espère beaucoup que, à l'occasion de cette pandémie, nous allons avoir une réflexion stratégique pour être en mesure de recréer ce que j'ai appelé une véritable nation, mais également des conditions pour que nous soyons en mesure de vivre de manière tout à fait solide, de sorte que la prochaine fois que nous avons quelque chose qui va nous surprendre, que nous ne soyons pas aussi surpris qu'aujourd'hui, car l'impréparation a caractérisé non seulement notre pays, mais beaucoup de pays africains. Donc il est important qu'on recrée une véritable animation sociale entre les différentes parties du pays, et j'espère en passant que nous allons nous apercevoir que en développant les milieux ruraux, nous allons absolument développer les milieux urbains. En développant les provinces, on va absolument développer la capitale. L'idée selon laquelle on consomme tout l'argent à Kinshasa est une idiotie collective et il faudrait qu'on s'arrête. L'idée selon laquelle on consomme tout l'argent en milieu urbain est une bêtise collective. Il faudrait qu'on arrête. Il faudrait qu'on se rende compte que cette économie, l'économie de la République démocratique du Congo, cette nation, elle doit fonctionner pour tout le monde et nous souvenir que 80% de notre population vit en milieu rural et que la vie de tous les jours en République démocratique du Congo est une véritable fracture sociale, politique, économique et financière. Et je pense que cette pandémie nous démontre clairement que même lorsque vous regardez la cartographie des infrastructures sanitaires, la répartition est catastrophiquement déséquilibrée et toutes ces choses méritent que nous soyons en mesure d'y réfléchir pour être en mesure de bâtir un pays qui marche et qui avance pour tout le monde. Nous devons, la République démocratique du Congo doit mettre en place une économie d'équité, que ce soit en province ou à Kinshasa. Nous devons marcher sur la bonne voie, nous devons marcher sur la même ligne. Monsieur Alkitenge, qu'est-ce que la Banque centrale devait faire qu'elle n'a pas encore fait? Parce que la monnaie jusque-là, les dollars américains restent à 17,5. À l'intérieur, il n'y a pas de circulation d'argent. Et à Kinshasa, là où il y a circulation d'argent, le taux des dollars est toujours en hausse. Que pensez-vous? Vous touchez un problème réel, mais nous l'avons touché au début de notre communication. Je disais que notre économie est essentiellement extravertie et que nous vivons des produits d'importation. Qui dit produits d'importation dit la mobilisation des ressources en dollars. Il y a deux choses qui sont arrivées. La première, c'est que notre plus grand acheteur des minéraux que nous vendons à l'extérieur, c'est la Chine. Avec cette crise, les achats sont ralentis. Ça veut dire qu'en fait, nos revenus en dollars diminuent. Première chose. Deuxième chose, notre demande des produits importés n'a pas diminué, elle continue à augmenter parce que nous avons besoin d'accumuler des réserves. Dans la panique, les gens ont tendance à acheter plus que ce dont ils ont besoin pour l'instant. Ça veut dire qu'en fait, la pression sur la demande a augmenté et donc, bien entendu, la spéculation va de bon train. La spéculation aussi bien sur la monnaie que sur les prix. Maintenant, vous parlez de la Banque centrale. Je voudrais simplement vous dire qu'avec une économie aussi dollarisée que la nôtre, le rôle de la Banque centrale est très limité. Parce que non seulement la Banque centrale elle-même n'a pas suffisamment d'argent, parce que l'État lui-même n'a pas suffisamment d'argent, mais également toute action en monnaie locale ne va avoir qu'un effet négatif. Parce que si on sort de l'argent pour acheter des biens à l'étranger, ça sous-entend que cet argent ira sur le marché pour aller rechercher des dollars pour être en mesure d'importer. Ce qui aurait été bien, et ce que l'État congolais peut aujourd'hui faire, c'est d'essayer de voir comment on peut mouiller l'intérieur du pays avec des francs congolais pour aller racheter les marchandises qui peuvent être isolées dans des coins les plus reculés du pays. Mais ça, encore une fois, ça doit être fait avec méthode, avec parcimonie. Et j'estime en passant que la Banque centrale a là une petite marge de manœuvre. Mais je dis une petite marge de manœuvre parce que très malheureusement, chaque fois qu'on sort de l'argent sans contrepartie au niveau de la Banque centrale, très malheureusement, la délinquance s'y mêle et on retrouve cet argent dans la rue à la recherche des dollars. Et très malheureusement, ça va avoir un effet pervers. En ce moment, c'est le moment des pandémies comme ça, c'est les temps où on parle de consommation locale. La RDC n'a rien comme, presque rien comme production locale. Qu'est-ce que nous devons faire? Parce que nous dépendons de l'importation. Deux choses que je peux dire à ce niveau. La première des choses, c'est que notre économie est prise en tenaille par des étrangers. Notre système financier est pris en tenaille par les systèmes étrangers, bien entendu. Leur plus grande stratégie est de faire ce qu'on appelle les transactions à grande rentabilité, mais à cycle court. Et ce qu'ils font le plus simplement, c'est importer des biens et les vendre ici. Il y a un lien cornélien entre les systèmes financiers et l'économie du pays. Ça veut dire qu'en fait, produire localement ne fait pas partie de leur stratégie. Ça devait faire partie de la stratégie des Congolais. Mais malheureusement, les Congolais ne détiennent pas l'économie congolaise. Ils ne détiennent même pas la finance congolaise. Mais l'État congolais a la possibilité aujourd'hui de mettre en place des mécanismes qui puissent être en mesure de stimuler la détermination économique locale. Deux choses importantes. C'est que
Il faut absolument nous tourner vers ce que nous sommes capables de produire. Nous importons du poisson de la Namibie, mais nous avons du poisson dans l'océan, à Mwanda, nous avons du poisson sur le fleuve et dans nos rivières. Nous pouvons pêcher ici. Mais pêcher n'est pas la seule chose qu'il faut faire. Il faut pêcher, traiter et être en mesure de conditionner pour que nous soyons en mesure d'acheminer sur le marché. Je le disais hier dans un autre média, c'est que il ne s'agit pas d'avoir de l'agriculture, il s'agit d'avoir la chaîne agricole. Il ne s'agit pas d'avoir de la pêche, il faut avoir la chaîne de la pêche et du poisson. Il ne s'agit pas d'avoir de l'élevage, il faut avoir la chaîne complète des valeurs sur tout ce qui est produit animal. Et donc c'est le moment où jamais nous devons être en mesure de réinventer une autre économie. Très malheureusement, c'est que à court terme, il y a très peu de choses qui peuvent être faites plutôt. Mais à moyen terme, nous pouvons être en mesure de poser les bases d'une nouvelle vision, d'une nouvelle façon de vivre, d'une nouvelle façon de produire, de transformer et d'acheminer sur le marché de la consommation. Il est ridicule que nous importions le poisson et que nous soyons le pays qui a le lac le plus poissonneux du monde. Il est ridicule que nous ayons accès à la mer, mais que nous importions des produits qui viennent de la mer parce que les Namibiens peuvent être en mesure de s'organiser et pêcher. Lorsque vous allez dans le sud Kivu, à Uvira, le poisson vient du Burundi, mais il partage le même lac, le lac Tanganyika. C'est vraiment ridicule que de notre côté, il manque cette organisation. Et je pense que des organisations comme le Fonds de promotion de l'industrie devraient en ce moment, en même temps que l'Agence nationale de promotion des investissements, devraient être en mesure d'aider le gouvernement de se doter d'un plan stratégique d'investissement rapide pour être en mesure d'aller vers des investissements patriotiques qui vont convertir toute l'économie d'importation en une économie de production locale, mais organisée, structurée, qui nous amène des produits dignes, capables de faire la compétition avec des produits qui viennent de l'extérieur. Je pense qu'en ce moment, plus que jamais, nous devons être en mesure de recourir aux différentes stratégies locales pour être en mesure de créer une véritable économie. Nous sommes dans une guerre, comme l'a dit le chef de l'État, nous sommes dans une guerre sanitaire, mais c'est le moment de faire une véritable guerre économique. Parce que, comme vous le savez très bien, en situation de crise, tout le monde se remet à plat. Et se remettre à plat aujourd'hui, c'est plus qu'important parce que ça nous permet de regarder quelles sont nos faiblesses et comment nous pouvons être en mesure de les corriger, non pas pour aujourd'hui, mais surtout pour la postérité. Mais pour tout, la postérité, c'est déjà demain. Je voudrais simplement vous dire qu'avec la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, le monde entier est en train de cracher, les bourses sont en train de tomber, l'économie va s'écraser. Elle va s'écraser de manière tout à fait classique, aussi bien aux États-Unis, on voit le résultat, en Europe, mais les autres qui vont devoir payer, c'est nous. Parce que la plupart de nos solutions sont du genre occidental. Ça veut dire qu'en fait, nous allons attendre que les Européens nous donnent de l'argent pour qu'on soit en mesure d'alimenter notre économie. Et là-dessus, l'ingéniosité devient quelque chose d'extrêmement important. L'innovation devient quelque chose d'important. Je vais vous donner quelques illustrations, quelques pistes. Nous avons la première forêt africaine, la 7e du monde. Mais personne ne sait ce qu'elle vaut. Alors que si on savait ce qu'elle vaut et qu'on lui avait donné un titre, on pouvait être en mesure de lever des centaines de milliards de dollars sur le marché international. Nous avons l'équivalent d'à peu près 24 000 milliards de dollars en ressources naturelles minérales. Mais personne n'a réellement couvert ça d'un certificat pour être en mesure de dire nous allons sur le marché international, non pas pour quémander de l'argent, mais pour poser des certificats sur la table, pour être en mesure de lever de l'argent, non pas pour répondre aux urgences, mais pour être en mesure de donner des véritables solutions de développement à nos populations. Nous sommes un peuple où 80% de notre population, comme je vous disais tout à l'heure, vivent en milieu rural. Nous avons près de 60% des gens qui ne savent ni lire ni écrire. On ne peut pas être compétitif. Nous avons une espérance de vie de 54 ans. On ne peut pas être compétitif avec une population avec une espérance de vie de 54 ans. Ça veut dire que les gens meurent trop vite. Ça veut dire même quand vous investissez un eux, ils n'ont pas le temps de remettre à l'État. Nous n'avons pas un système de protection sociale. Et on s'en est rendu compte aujourd'hui. Nous n'avons pas la capacité de pouvoir réagir à la situation. On n'a même pas la capacité de faire ce que certains petits pays sont en train de faire. Ça veut dire acheter un minimum de nourriture pour être en mesure d'appuyer les gens qui vivent au quotidien. Moi, je me pose la question de savoir qu'est-ce qui se passe avec les aveugles qui mendient au quotidien sur la chaussée du boulevard du 30 juin. Qu'est-ce qui se passe avec ces petits-enfants qui vivent au quotidien avec la mendicité? En fait, toutes ces questions, nous devons être en mesure d'y donner des réponses aujourd'hui. Non pas des réponses qui ressemblent à ce que nous avons fait dans le passé, mais des réponses sérieuses qui démontrent clairement que nous sommes une communauté humaine et que nous réfléchissons aussi bien pour les riches que pour les gens qui le sont moins. Et je crois simplement que la stabilité d'un pays, l'équité d'un pays, le calme, l'harmonie d'un pays passe par le fait qu'il donne des solutions à tout le monde, y compris aux plus faibles. Avec l'allure où vont les choses, nous allons vers les consommants locaux. Parce que la Malaisie, la Chine, les États-Unis, l'Europe ne vont plus continuer à nous fournir à manger parce qu'ils vont s'occuper de leur propre population. Nous sommes ici pour trouver des pistes et orienter les gouvernants pour voir comment s'en sortir avec cette pandémie pendant que nous n'allons plus importer. Monsieur Alkitingue,
la population a un problème sérieux également à ce niveau-là des consommants locaux. Nos populations n'ont pas du tout confiance aux produits locaux. Vous allez voir sur le marché, au lieu d'acheter les riz qui viennent des Bumba, on préfère acheter le riz qui vient de la Malaisie par exemple. Qu'est-ce que les autorités doivent faire pour ramener cette confiance-là au niveau de la population? Et même ces produits locaux, ils vous coûtent également. Je pense que je dois corriger deux choses. La première, c'est que les gens qui exportent vers ici ne vont pas arrêter d'exporter. Ils vont vouloir continuer à exporter parce que exporter ici leur permet de gagner de l'argent et de gagner des devises. Ils vont continuer à pousser. Maintenant, c'est notre travail à nous de dire, les gens qui nous envoient des produits, ils viennent prélever le peu de richesse que nous avons ici, ils viennent prélever le peu de travail et le peu de développement que nous avons ici. C'est à nous de faire des stratégies pour nous. Maintenant, vous parlez du riz de Bumba et du riz importé. Bien entendu, lorsque vous regardez la qualité en termes de finition, le produit qui vient de l'étranger semble être mieux présenté. Mais ça, ce n'est qu'une question de machine et de traitement. C'est à nous, et je le disais tout à l'heure, que le Fonds de promotion de l'industrie devrait choisir des canaux, secteurs sur lesquels il pourrait être en mesure de donner de l'appui de l'État pour que nous soyons en mesure d'améliorer et de perfectionner un certain nombre de filières pour être en mesure de donner des produits de qualité. Et je le disais tout à l'heure, c'est la même chose pour le poisson, c'est la même chose pour le sel, c'est la même chose pour le sucre, c'est la même chose pour le savon. Il est illogique que nous soyons, nous, des importateurs de produits à base d'huile de palme, alors que nous sommes le pays qui, à l'époque, était le plus grand exportateur d'huile de palme. Et c'est ce genre de choses qu'il faudrait être en mesure de corriger de manière classique. Maintenant, en matière de consommation locale, ça, vous n'allez pas demander à l'État de faire tout à la place. Je pense que la société civile, les écoles, les universités devraient apprendre aux Congolais le sens des importations et le sens de la production locale. Lorsque vous consommez local, ça veut dire qu'en fait vous investissez dans le travail local, vous investissez dans votre économie, vous investissez en vous. Et ça, c'est un patriotisme que les gens doivent être en mesure de connaître. Mais il y a une erreur que les gens commettent tout le temps, et c'est une erreur pourtant simple à comprendre. Les gens qui maîtrisent le circuit de distribution maîtrisent tout. C'est eux qui décident qu'est-ce qu'on met dans les rayons. Vous désirez aujourd'hui évoluer et faire évoluer votre économie. Ce n'est pas dans l'agriculture qu'il faut commencer. Il faut commencer par maîtriser le circuit de distribution. Il est illogique que tous les supermarchés dans la ville de Kinshasa, par exemple, soient tenus par des sujets libanais, indiens. Nous devrions être à mesure de déployer notre propre réseau et nous sommes en train de travailler sur un réseau qui s'appelle Mabélé, qui sera en fait un réseau qui aura un minimum de 50% des produits locaux. Et ça, encore une fois, pour le faire, c'est de l'investissement participatif. J'y investis, vous y investissez, chacun de nous met un peu d'argent, nous aurons les millions nécessaires pour être en mesure de déployer les réseaux. Mais ce genre de choses, il va falloir que les Congolais comprennent qu'il y a un petit risque à prendre. Vous ne pouvez pas espérer que les Indiens prennent le risque pour vous et que ce soit pour votre intérêt, ça n'a aucun sens. Ils le font et ils ont raison de le faire, ils le font pour eux. Les Libanais font la même chose, les Européens font la même chose. C'est à nous de pouvoir savoir que nous devons être en mesure de faire les choses, mais les faire avec la meilleure intelligence possible. Aujourd'hui, je le disais tout à l'heure, les milieux ruraux travaillent avec les moyens précaires. Nous devons avoir les meilleurs d'entre nous, les plus intelligents d'entre nous dans les milieux où il y a les plus grands défis, avec les meilleures technologies pour être en mesure de produire des produits de qualité qui peuvent être en mesure de venir dans les rayons que nous maîtrisons. Nous devons travailler sur la chaîne. C'est ce que je disais tout à l'heure, il ne s'agit pas d'aller dans la production agricole, il s'agit d'aller dans la chaîne agricole. Il ne s'agit pas d'aller dans la pêche, il s'agit d'aller dans la chaîne halieutique. Il ne s'agit pas d'aller dans l'élevage, il faut aller dans la chaîne de la production de l'élevage de manière intégrée. Et c'est simplement comme ça que nous sommes capables de faire la différence. Encore une fois, cette différence, nous la ferons si nous arrêtons cet esprit de pillage que les gens de la ville ont vis-à-vis des gens du milieu rural. Si vous allez en milieu rural pour acheter moins cher, pour venir faire de la valeur ajoutée en ville, bien entendu, vous allez tuer le producteur. Et à la limite, il va s'arrêter. C'est ce qui est arrivé lorsque les Belges sont partis. Nous avons tué notre propre milieu rural, nous avons tué toute notre production agricole à l'issue de la zaïanisation. C'est une bêtise que nous n'avons pas le droit de reproduire. Aujourd'hui, ce que nous devons faire, c'est de développer de manière intégrée les milieux ruraux. Si nous les développons avec amour, avec équité, et nous investissons énormément l'argent de l'État dans les milieux ruraux, vous allez voir que le pays va se relever, il va se relever d'en bas, il va se relever de manière harmonieuse. Je le dis de manière simple tout le temps, mais c'est des fois difficile à comprendre. Ce n'est pas par hasard que les 140 groupes armés dont on a hérité en passant de Kabila à Félix Tshisekedi sont tous dans les milieux ruraux. C'est normal parce que là-bas, la pauvreté est grave. Nous sommes là dans ce qu'on appelle l'économie de la guerre.
Vous allez vous rendre compte que dans l'Est de la République, Goma fleurit alors que les alentours sont en train de tomber de guerre. Et ça, le fleurissement que nous avons au niveau de Goma, c'est le fruit de l'économie de la guerre. Il faut stopper cette économie de la guerre en faisant une guerre économique. Il faut ramener de l'argent là où il y a la guerre pour qu'on soit en mesure de faire de l'économie à la place. L'économie doit se substituer à la guerre pour qu'on soit en mesure d'avoir non seulement les opportunités pour ceux qui étaient oubliés hier, qui étaient les plus faciles à recruter, et encore une fois, ces guerres, ces 140 groupes armés doivent être en mesure de nous inspirer et nous rendre compte que là où nous ne donnons pas des solutions, bien entendu, n'importe qui peut faire n'importe quelle proposition. Et les difficultés que nous avons sur toute l'étendue de la République, c'est le simple fait que nous avons pensé, comme les Européens, qu'on pouvait se développer seuls. Les Européens pensent qu'ils peuvent se développer aux dépens de l'Afrique, et malheureusement, vous voyez combien de personnes vont en Europe par n'importe quel moyen. Et les gens des villes en République démocratique du Congo pensent qu'ils peuvent se développer aux dépens des milieux ruraux. C'est une bêtise sociale et ça n'a aucun sens. Nous ne pouvons nous développer que si nous développons le milieu rural. À partir du moment où le milieu rural se développe, la ville va se développer de manière automatique. Et je crois simplement que cette vision intégrée doit faire partie de la politique du chef de l'État. Le chef de l'État a tout un bureau qui s'appelle le bureau qui s'occupe des inégalités sociales et de la pauvreté, du recul de la pauvreté. Je ne me souviens plus très bien de la dénomination du bureau. Ce bureau doit avoir son équivalent au niveau du gouvernement pour qu'on soit en mesure de travailler de sorte à pouvoir faire un relèvement social. Pour moi, le ministère qui s'occupe du développement rural devrait être une vis primature. À ne pas comprendre ce qu'on est en train de faire, c'est un petit ministère au bas de l'échelle. Parce que simplement, on n'est pas équitable. On ne se rend pas compte que 80% de notre population vivent en milieux ruraux. Et les 80% vivent dans des conditions précaires. Nous n'avons pas d'hôpitaux là-bas, nous n'avons pas les services publics là-bas. Et si nous voulons que ce pays avance, il faut intégrer les 80% non seulement dans les services publics, mais également dans l'économie. Ces gens ne demandent pas de l'aide, ils demandent à travailler pour être en mesure de contribuer à l'économie du pays. Justement, vous avez évoqué l'économie des guerres et la guerre économique. Au niveau des zones des conflits, notamment à l'est de la RDC, il y a toujours toutes ces tracasseries avec les groupes rebelles. Et il y a aussi le coronavirus qui existe déjà, notamment en Ituri, au nord Kivu et au sud Kivu. Qu'est-ce que le gouvernement doit faire cette fois-ci avec des tracasseries? Il va y avoir une équation très difficile à régler. La première, c'est celle du rétablissement de la paix et on ne peut pas négocier. Deuxième, c'est le rétablissement des conditions sanitaires pour que la propagation de cette maladie ne s'y mette pas. Mais la première condition, la deuxième, si vous ne maîtrisez pas un espace, vous ne pouvez pas y exercer la règle. Et donc, je pense que l'État congolais doit se battre pour accélérer sa capacité à récupérer le contrôle de tout le territoire et être en mesure d'y apporter les services aux citoyens, essentiellement les services sanitaires aujourd'hui, parce que cette pandémie, si elle se répand de manière sauvage dans ces zones où nous n'avons pas de capacité d'intervention, ça va être la catastrophe. Et j'espère en passant que, en même temps qu'il y ait un plan spécial pour Kinshasa, il y a des plans spécifiques pour ces différentes provinces. Alors, votre dernière question, quelles leçons pouvons-nous tirer de cette pandémie? Une leçon économique. Elle est unique, cette leçon, et j'espère la partager avec beaucoup de stratèges économiques et beaucoup d'économistes congolais. C'est que le résultat ou le progrès ne peut pas être le fait du hasard. Le résultat, le progrès est le fait de la planification. Notre pays n'a pas de plan stratégique pour les 30 et 50 prochaines années. C'est pour ça que les plans de mandature ne correspondent pas à quelque chose de continu. C'est pour ça que quand on change de chef d'État ou quand on change de ministre, on commence un nouveau programme et à chaque fois, c'est la même chose. Il est important qu'on se dote d'un plan stratégique de travail, qu'il soit alimenté d'un plan opérationnel qui va déterminer la mandature, mais que le regard soit placé sur les 30 et les 50 prochaines années pour que nous soyons en mesure de créer à la fois la richesse, mais également des hommes pour être en mesure de porter le développement. Et aujourd'hui, deux déficits majeurs, l'espérance de vie et le niveau de lettrisme. L'autre leçon que l'on peut prendre, et n'est pas une leçon économique, est une leçon de vie. Nous sommes en plein 21e siècle, un siècle de l'informatique. À ne s'être pas informatisé, on s'aperçoit aujourd'hui qu'on n'est même pas capable de collecter l'impôt. À ne s'être pas informatisé, on s'aperçoit qu'on n'est même pas capable de faire de la télémédecine, à laquelle recourt tout le monde. À ne s'être pas informé avant, on s'aperçoit qu'on ne peut même pas continuer notre système d'enseignement, parce que nos écoles ne sont pas équipées pour, nos élèves ne sont pas équipés pour. J'espère en passant qu'on va se rendre compte qu'il est très important de moderniser le fonctionnement de l'État en informatisant. Merci beaucoup, M. Al Kitenge. Malgré les confinements,
Vos bureaux, je rappelle, se trouvent à la Gombe, mais vous avez accepté de rester chez vous à la maison et vous avez accepté volontiers de venir répondre à nos questions pour éclairer l'opinion, également les gouvernants. Nous vous disons merci. C'est à moi de vous remercier et je salue et j'encourage tout le personnel de la santé qui travaille au rétablissement des conditions de tout le monde. Merci beaucoup à vous également, chers téléspectateurs, vous qui nous avez suivis. Nous disons également merci à toute l'équipe technique dirigée par Patrick Komba comme directeur technique, et les producteurs ou encore les directeurs de production, Blanchard Zola, les grands régisseurs Junior Kandolo et toute la rédaction des BC Télévision. Nous disons merci à vous, chers téléspectateurs, bon confinement et restez chez vous et à la prochaine.